Je m'appelle Matt, je présente Monsieur Comics Grincheux. Hello. Et on va ensemble réfléchir à la question de l'influence des events sur les séries régulières de comics. Comics Grincheux, d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi un event? Qu'est-ce que tu appelles un event? Alors un event, c'est les récits événementiels en fait que Marvel ou DC Comics publie. Marvel au rythme d'une fois par an, alors peut-être même plus des fois. Et donc c'est des mini-séries qui sont censées avoir des répercussions assez importantes sur l'univers, qui sont censées modifier les statu quo. Et donc c'est ça que j'appelle un event. C'est pas du coup les crossovers qui sont la réunion de plusieurs séries en fait régulières au sein d'une seule et même histoire. Et du coup, pourquoi est-ce qu'un event aurait une influence sur une série? Tout simplement parce que lorsqu'il y a la publication d'un event, il y a généralement à côté de ça la publication de ce qu'on appelle des tie-in, des séries qui sont reliées à cet event. Donc c'est-à-dire qu'en fait les séries régulières, par exemple les séries Spider-Man chez Marvel, X-Men, Captain America, vont généralement être mis sous la coupe de cet event. Par exemple avec Secret Empire, Captain America a eu des tie-in à Secret Empire, les X-Men aussi, enfin quasiment énormément de séries en fait ont des tie-in qui sont reliés à l'event, qui permet à l'event d'avoir une ampleur assez énorme au sein même de l'univers de l'éditeur. Bon, alors qu'on se comprenne bien, un event c'est une histoire centrale qui va impacter globalement l'univers complet d'un éditeur et qui va avoir des répercussions dans les autres séries qui sont publiées simultanément par l'éditeur. On peut avoir par exemple un event qui s'appellerait The Secret War, qui pourrait arriver, pourquoi pas, et du coup qui aurait des répercussions sur les séries Spider-Man, Captain America, Hulk. Donc ça obligerait les scénaristes de ces séries-là à prendre en compte l'event dans la façon dont ils vont raconter l'histoire. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'intéresse du coup aujourd'hui, c'est pas tellement d'analyser la qualité des histoires qui sont publiées. Parler de qualité d'histoire, c'est beaucoup trop subjectif à mon avis pour être intéressant à analyser. Je préfère analyser comment est-ce que l'event force un auteur à l'intégrer en fait au sein de la narration de sa série régulière. Du coup, avec ça, je vais prendre plusieurs exemples en fait pour vous montrer comment est-ce que ça s'opère. Des exemples qui sont aussi bien positifs que des exemples qui sont négatifs. Donc bienvenue à vous qui nous rejoindre, vous n'avez rien raté, on n'a fait que du vocabulaire pour l'instant, on vous a donné 3 minutes de plus pour nous rejoindre. On va rentrer dans le gros du sujet. Est-ce que tu as un exemple d'événement qui aurait eu une influence positive sur le déroulement d'une série? Bah ouais, on va commencer par là, ce sera le plus simple. Moi, quand je pense à un event qui a eu un impact positif sur des séries régulières, le premier qui me vient en tête c'est Original Sin. Original Sin, c'est un event qui est assez récent, il date d'il y a 4-5 ans je crois maximum, et dans lequel en fait le meurtre du gardien Uatu entraîne la révélation de tout un tas de secrets de plein de personnages de l'univers Marvel. Et en fait c'est intéressant au sein même de 3 séries à mon avis. La première série c'est Deadpool de Jerry Duggan. Pour une raison toute bête en fait, Jerry Duggan depuis qu'il a repris la série Deadpool, ça fait déjà quelques mois qu'il l'a repris, il a mis en place une lecture de Deadpool où Deadpool a des flashs du passé qui reviennent le hanter, de choses qu'il aurait fait à sa famille. Et en fait, Original Sin, comme c'est la révélation de secrets des personnages de l'univers Marvel, Jerry Duggan va se servir de cet event pour révéler en fait le secret que Wade a enfoui au plus profond de sa mémoire. Et donc ça permet en fait l'event permet en fait à Jerry Duggan d'explorer un élément qu'il avait peu développé jusque-là, mais qu'il avait déjà commencé à amorcer dans sa série. Et donc l'event lui permet tout simplement en fait de continuer en fait à raconter sa série comme si de rien n'était en fin de compte. On peut très bien ne pas lire Original Sin, ne lire que le tie-in Deadpool Original Sin, et en tant que lecteur de Deadpool, on comprend tout à fait ce qui est en train de se produire. Sauf qu'à chaque fois, il y a un petit résumé en 2-3 cases de ce qui s'est passé dans Original Sin, pourquoi est-ce que les secrets sont révélés à ce moment-là. Et donc en tant que lecteur de Deadpool, ça te permet de simplement continuer à suivre ta série Deadpool sans avoir forcément besoin de lire Original Sin si tu n'as pas envie de le lire. Il faut peut-être replacer le contexte pour ceux qui ne sont pas hyper pointus sur le fonctionnement des comics américains. Marvel, donc, ou DC, pour les exemples des 2 plus gros, publie tous les mois des séries régulières, un épisode par mois, qui sont supervisées, parfois plus, qui sont supervisés par des scénaristes différents, un scénariste pour Spider-Man, un scénariste pour Hulk, un scénariste pour Deadpool. Les séries sont réunies sous forme de famille, donc il y a un éditeur qui s'occupe de ça, qui supervise en fait les séries, et c'est cet éditeur-là qui pilote l'influence que vont avoir les différents événements qui sont décidés ailleurs. Tu parlais de Jerry Duggan pour Deadpool, au moment où il écrit Deadpool,
il a des idées pour son personnage, il a une histoire qu'il a envie de dérouler, et un jour, il reçoit un mémo, comme interne, à propos, entre février et avril, on fait Original Sin, on a besoin de ton personnage, donc tu arrêtes ce que tu es en train de développer. C'est ça, tu arrêtes de développer, de faire l'arc que tu étais en train de développer, tu en commences un autre, et du coup cet arc va devoir intégrer l'événement qu'on est en train de faire. Et il y a une autre série aussi, je trouve, qui a été intéressante pendant Original Sin également, c'est la série Amazing Spider-Man de Dan Slott. La série Amazing Spider-Man, elle a redémarré depuis quelques mois déjà, et en fait, au sein même de la série, Dan Slott a commencé à semer les graines de ce qui va devenir le cœur de son histoire intégrée à Original Sin. Et là, encore une fois, la révélation des secrets lui permet de faire éclater au grand jour, en fait, pour le personnage de Peter Parker, le secret dont il a semé les graines quelques temps auparavant. Et en fait, je pense que le premier point à comprendre pour comment un event, comment une série régulière va être impactée positivement par l'event, c'est de savoir si est-ce que ça casse la narration de l'auteur ou pas. Est-ce que ça s'intègre de manière organique en fait dans les thèmes que l'auteur cherche à développer. Deadpool en était l'exemple, puisque dans Deadpool, Jerry Duggan creuse la psyché de Deadpool, il fait de Deadpool a des personnalités multiples, une mémoire défaillante complète, il se sert de ça pour faire un peu la lumière sur certains points d'ombre de l'histoire du personnage de Wade Wilson. Spider-Man, Dan Slott aime bien torturer un peu Peter Parker, on sait que Peter Parker c'est un personnage où les auteurs se servent pour réfléchir sur le sens des responsabilités. Pareil, Dan Slott avec Original Sin se permet encore une fois, avec la révélation du secret, de réfléchir à cette question-là. Surtout qu'il l'a fait souffrir à Peter Parker. Il l'avait tué d'abord, pour fêter le numéro 700 du titre, il a tué Spider-Man, il l'a remplacé par un autre, un méchant Dr. Octopus, donc, qui est devenu Spider-Man pendant un temps. Ensuite, il a transformé toute l'île de Manhattan en Spider-Man, ils avaient tous les pouvoirs de Spider-Man et ils devenaient mutants. Donc il a déjà beaucoup torturé notre ami Tête de Toile. C'est ça, oui, de toute façon Peter Parker se fait toujours torturer dans Spider-Man, c'est un peu le concept de base avec le personnage. Et du coup la troisième série dont je voulais parler, qui a été à mon avis impactée positivement par Original Sin, c'est la série Avengers de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, c'est pareil, c'est un auteur qui construit cette histoire sur le long terme, parfois le très long terme. Il a semé énormément de graines pour plein d'éléments auxquels il va répondre au fur et à mesure du développement de son rêve. Original Sin lui permet de révéler un élément en fait que le lecteur connaît déjà en fait, mais qu'un des personnages a oublié. C'est le personnage de Captain America qui, au début de la série Avengers, se fait éjecter de l'organisation secrète des Illuminati parce qu'il les a mis en danger. Et ils lui ont effacé la mémoire pour pas qu'il se souvienne et pour pas que Captain America se mette à casser des dents, notamment à casser les dents des mecs des Illuminati. Et manque de bol, avec Original Sin, ce secret revient péter à la tronche des Illuminati. Steve Rogers se souvient de ce qui s'est produit et il va aller se discuter, on va dire, avec Tony Stark. Et Jonathan Hickman va en profiter pour dérouler une histoire qui par contre est très compliquée à suivre pour des lecteurs qui n'ont pas suivi Avengers. Mais pour les lecteurs réguliers de la série Avengers, c'est génial parce que ça permet de mettre en place les dernières graines avant que tout n'explose dans la série Avengers de Jonathan Hickman. Mais du coup, ça permet encore une fois à la série régulière de conserver ses thèmes, de conserver les éléments, les graines que le scénariste a semés précédemment. Mais dis-moi, Comics Grincheux, c'est super les events, ça permet de faire plein de trucs super dans les séries. Avec Original Sin par exemple, on a pu voir que ça a permis de bonifier Avengers, ça a permis de bonifier Spider-Man et aussi Deadpool. Ça a inventé la nouvelle Thor aussi de façon indirecte. C'est à ce moment-là que Thor Odinson n'est plus digne de lever son marteau et qu'il est remplacé par une femme plus forte qu'un dieu nordique. Quelle honte. Sachez que nous sommes pour les femmes dans les comics, pour les minorités dans les comics, pour les homosexuels dans les comics, pour les gens de toute couleur de peau dans les comics. Et sachez que nous sommes des gros gauchos. De ce point de vue-là, oui, assez socialement des gros gauchos. Voilà. Donc c'était très ironique quand je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir réussi à faire une version féminine de Thor, par exemple, clairement. Mais il n'y a pas que l'Original Sin qui a été positif. Ah bon? Mais quel autre événement a pu avoir un déroulé positif mais Civil War 2, mais dans une seule série à mon avis. Civil War 2, c'est... qui était une aventure très très décriée. Civil War 2. Oui, c'est un des events les plus controversés de ces dernières années, je pense. Donc Civil War 2, la deuxième guerre civile des super-héros qui voit le camp de Tony Stark affronter celui de Carol Danvers. Et il y a une série à mon avis qui a été très bien impactée par ça, c'est la série Miss Marvel. Est-ce que ça parle de quoi Civil War 2? Oui, ça parle de quoi Civil War 2? Civil War 2, tout simplement, en fait, c'est le camp de Carol Danvers qui cherche à arrêter les criminels
avant qu'ils ne commettent leurs actes, comme dans Minority Report en fait. Tony Stark s'oppose à ça, puisque tout un tas de principes moraux et philosophiques l'empêchent de pouvoir souscrire à cette idée-là. Et donc ils vont s'affronter à coups de grandes bastons, de grands dialogues à la Brian Michael Bendis. Et voilà. Et donc la série du coup Miss Marvel, elle est correcte, elle est très bien impactée en fait parce que l'autrice J. Willow Wilson va encore une fois se servir de Civil War 2 pour creuser la psychologie de son personnage principal, Kamala Khan. Kamala Khan, si elle a pris l'identité de Miss Marvel, c'est parce qu'avant tout c'est une grosse fan de Carol Danvers, la Captain Marvel du coup qui est dans Civil War 2. Et du coup, ça permet à l'autrice d'interroger le rapport qu'a Kamala à sa fan, puisque Kamala va dans un premier temps souscrire à l'idée de Captain Marvel, puisqu'elle est juste dans son illusion de fan, elle ne prend pas de recul par rapport à ça, et dans un second temps, elle va réfléchir et se rendre compte que ce que fait Carol Danvers, c'est peut-être pas aussi bien que ce que je voulais. Et du coup, ça permet à J. Willow Wilson d'ancrer sa série dans un vrai discours social, comme elle le fait déjà depuis quelques numéros auparavant. Et encore une fois, ça permet de montrer la discrimination que subissent les minorités et toutes les choses que l'autrice aime beaucoup mettre en avant dans la série Miss Marvel. Miss Marvel, c'est un personnage qui est vraiment symptomatique de tout ça, puisque c'est une jeune fille, elle est musulmane, elle vient d'une famille qui est, j'ai oublié le pays, mais pakistanaise, voilà. Et à côté de ça, c'est une fan des super-héros Marvel qui elle-même devient une super-héroïne, et donc qui va côtoyer Spider-Man, qui va côtoyer et Wolverine, ça, avec des réflexes d'ado en fait. D'un seul coup, elle joue avec ses fans, enfin avec les gens qu'elle admire. Il y a un vrai renouveau de la vision du super-héros en fait dans cette série. Carrément. Miss Marvel, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, c'est une des meilleures séries Marvel qui est publiée à l'heure actuelle. Et ça continue en qualité. Et du coup, l'avantage, je trouve, avec la série Miss Marvel, en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de lire l'event en fait. C'est toujours un des éléments qui est important pour moi, pour la narration dans les séries secondaires qui sont impactées par les events. C'est est-ce qu'on est obligé de lire l'event ou pas? Et je pense que c'est important de ne pas mettre dans une situation un peu de chantage le lecteur en lui disant ah tu comprends pas ce qui se passe, on a mis des trucs exprès, c'est pour que tu lises l'event. Je trouve que c'est toujours un peu problématique, même si évidemment Marvel a besoin de se faire des thunes et qu'ils se font des thunes en vendant le plus de titres possible, c'est toujours un peu problématique. Donc on aura compris que les events c'est que chez Marvel Comics en fait. Ouais, exactement. Non, il y a aussi chez DC Comics, et là on en arrive un peu à un deuxième type de tie-in qui sont à mon avis bien qui sont bien impactés par les events. C'est les tie-in qui servent à creuser l'intrigue principale de l'event. L'event DC Comics Blackest Night, à mon avis, en est un très bon exemple parce que du coup Blackest Night c'est un event a priori très cosmique, mais qui se déroule quand même avec la Justice League, qui fait intervenir un bon nombre de personnages de l'univers DC. C'est la réponse de DC Comics à Walking Dead en fait, puisqu'il y a une vraie vague de vampires. On a inventé comme les Green Lanterns, mais avec des lanternes noires, qui permettent de faire revivre d'anciens super-héros, et donc on a des super-héros zombies qui attaquent la galaxie. C'est ça, et du coup le corps des Green Lanterns est forcément mobilisé là-dedans, et là en fait Blackest Night c'est encore plus... c'est un event particulier puisqu'en fait c'est la concrétisation d'années de travail de la part de Jeff Jones, l'auteur, sur le titre Green Lantern. Et en fait il en fait un événement particulier dans une série à part, mais il se sert de ces épisodes de la série Green Lantern qu'il écrit lui-même pour compléter des morceaux de l'intrigue de Blackest Night. Et du coup c'est à mon avis un deuxième type de tie-in qui est assez intéressant, qui est assez important, c'est quand le tie-in complète les éléments de l'event. Mais du coup c'est un peu le seul event que j'ai en tête chez DC Comics. Chez Marvel Comics, on a eu Secret Empire, mais chez DC Comics, c'est vraiment le seul auquel j'arrive à penser. Après, il y a des trucs comme Crisis en 86, qui du coup fait un gros event et qui redéfinit toutes les séries. Tu as eu une influence Oui, mais il n'y a pas de série, tie-in qui vont venir compléter l'intrigue de Crisis Infinite Earth. Je vois. L'intrigue de Crisis Infinite Earth, elle est complète en 12 numéros. T'as pas besoin d'aller chercher dans d'autres séries pour aller compléter l'intrigue. C'est pas écrit, hein, c'est une vraie dispute. Vous assistez à un vrai moment personnel. C'est beau notre coup. Du coup, qu'est-ce que tu as prévu maintenant que tu as fait une liste de tous ces events merveilleux qui en fait servent... maintenant je vais vous montrer que les events en fait c'est un peu pourri. Ah donc on a aussi des events qui cassent complètement la dynamique d'une série. En fait c'est le problème, c'est qu'on a majoritairement des events qui cassent les narrations des séries principales, en fait, des séries régulières. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Globalement, un scénariste est en train de travailler sur une série, il a des idées, il avance
les pièces pour faire avancer l'histoire de son personnage, il fait des trucs, et un jour, il reçoit un mémo interne d'un éditeur qui dit « J'ai besoin de tel mois à tel mois de ton personnage, et on va l'envoyer dans l'espace. » Alors que c'est, par exemple, un justicier urbain qui est installé à San Francisco, d'un seul coup, il doit aller dans l'espace, et le scénariste doit trouver une justification pour mettre ses histoires sur pause, et respecter cette espèce de cahier des charges qui est imposé par l'event, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Le problème principal en fait des events sur la narration, en tous les cas des séries régulières, c'est que ça force à un moment donné l'auteur à terminer l'arc qu'il avait en cours, même s'il avait encore des idées à mettre en place après, il est obligé de les stopper pour un temps, le temps que l'event va durer, le temps qu'on lui a demandé de mobiliser les numéros pour être détaillé. Et à ce moment-là, du coup, ça va avoir tendance à charcuter complètement la narration. La plupart du temps, le lecteur qui lit la série sans en avoir rien à secouer de ce qui se passe dans l'univers va être un peu obligé de s'imposer ses numéros, peut-être parfois de lire l'event pour pouvoir comprendre quelque chose. Du coup, c'est un vrai, à mon avis, problème. C'est un vrai problème, enfin, il faut l'imaginer dans un autre contexte. Si vous êtes un peu lecteur de comics, peut-être que c'est un truc auquel vous êtes habitué, mais dans un autre contexte, vous êtes en train de suivre, je sais pas, une série policière que vous aimez bien, vous allez avoir la révélation de qui est le tueur, et là il y a une grande lumière qui apparaît dans le ciel, le héros est aspiré dans l'espace, et pendant les 5, 6, 7, 8 épisodes suivants, le type est dans l'espace et vous n'avez pas la révélation de l'histoire que vous êtes en train de suivre. C'est exactement ça qui se passe en fait dans les comics. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, c'est vraiment les politiques éditoriales qui prennent le pas sur la cohérence narrative de ce que l'auteur tente de mettre en place. Moi personnellement, quand je lis un comics, ce à quoi je m'attache énormément, c'est justement cette narration-là en fait. Et du coup, ça a un peu le temps de me gonfler très sérieusement quand on est obligé de couper un truc. Et pour vous donner un exemple, du coup, le dernier event, à mon avis, où ça a été fait de la manière la plus basique et stupide possible, c'est Metal, l'event de DC Comics, qui est republié là chez Urban en 3 tomes dans Batman Metal, dans lequel en fait il y a la découverte d'un nouveau multivers, le multivers sombre, enfin, je ne sais plus quel nom là en français, dans lequel du coup il y a des nouveaux chevaliers noirs qui sont des versions diaboliques de Batman, et dans lequel tout l'univers, enfin tout Gotham City va se faire un peu assombrir avec des créatures bizarres qui apparaissent et tout. Et Scott Snyder a pitché cette histoire à la base, lui je pense pas qu'il avait l'idée d'en faire un event, je pense que pour lui c'était une mini-série Batman comme n'importe quel autre. DC Comics ça semble a flairé le bon filon et s'est dit non, on va se faire encore plus de pognon avec ton truc, on va faire des mini-séries sur chacun des chevaliers noirs différents, des versions donc plus sombres et twistées de Batman, mais on va aussi intégrer certains personnages dans cet event, on va les forcer un peu à interagir. Et il y a eu un gros problème en fait, il y a eu deux crossovers qui ont été créés pendant Metal. Le premier notamment, qui est celui qui va le plus m'intéresser, qui réunissait du coup la série Nightwing, la série Green Arrow, la série Teen Titans et la série Suicide Squad. Ces 4 séries, pendant un numéro à chaque fois, se sont vues être obligées en fait d'être intégrées dans Metal, et ça a donné des résultats complètement incompréhensibles pour des lecteurs qui n'étaient pas au courant de ça, puisqu'en fait, on lisait le numéro précédent de Nightwing, on avait l'arc, je crois que l'arc n'était même pas conclu en plus dans Nightwing, et le numéro d'après, on avait Dick Grayson qui se baladait dans les rues de Gotham avec un costume en métal et des versions des monstres qui apparaissaient de manière complètement aléatoire. Et du coup, c'était complètement farfelu. Et c'est à mon avis un vrai problème parce que ça a obligé du coup les scénaristes de chacune de ces séries à se retrouver ensemble, à essayer de construire une histoire à peu près cohérente et divertissante pour un numéro, enfin pour 4 numéros au total du coup, dans chacune de leurs séries. Et narrativement, le résultat il est complètement fumeux. Surtout qu'en plus, le problème c'est que DC Comics a planifié ça 3 mois en avance. Du coup, on le voit un peu dans la publication de Batman Metal en français. Du coup, les épisodes américains sont des épisodes d'une 20aine de pages, et quand vous achetez vos bouquins en français, il y a plusieurs épisodes américains dans un bouquin. Et si vous achetez le tome 1 de Batman Metal tel qu'il est sorti chez Urban Comics, en fait, il n'y a qu'un épisode de Batman Metal à l'intérieur. Tout le reste, c'est des épisodes d'autres séries, ça doit être Teen Titans d'ailleurs. Bah, c'est là, en fait, le crossover s'appelle La Résistance de Gotham. Et du coup, c'est ces épisodes-là qu'on retrouve dedans. Vous achetez un bouquin qui s'appelle Batman Metal, dedans il y a un épisode de Batman Metal et plein d'autres trucs en fait, qui sont les extensions, les fameuses séries impactées par l'événement. C'est ça, c'est des extensions de l'univers pour c'est donner en fait le sentiment un peu virtuel que l'event en fait a des vraies conséquences, des vraies répercussions dans cet univers. Et du coup, on le fait de manière complètement factice, en demandant aux auteurs de créer un pitch
de mettre en scène leur personnage dans une situation complètement invraisemblable, qui leur sied pas forcément à eux, qui en plus n'est pas du tout relié aux thématiques qu'ils sont en train de développer, parce que Batman Metal, c'est la découverte d'un nouveau multivers, enfin Nightwing c'est un justicier hyper urbain, même si c'est l'ancien sidekick de Batman, qu'est-ce qu'il y a à foutre là. Les Teen Titans, au final, c'est que Damian Wayne qui est impacté là-dedans. Green Arrow, c'est pareil, c'est un justicier urbain pur, enfin, on se demande ce qu'il fait là. Et du coup, ça casse vraiment, ça fracture vraiment les arcs, on sent vraiment une fracture. Il y a un numéro qui pop comme ça, de manière complètement aléatoire un peu. Et du coup, c'est quelque chose d'hyper étrange. Pour l'instant, on a 3 exemples d'events réussis, un exemple d'event pas réussi. Donc, ouais. On n'a pas que le positif des events sur les séries. Non, mais on peut les multiplier à l'infini, en fait, les trucs comme ça. Puisqu'en fait, n'importe quel event, à un moment donné, vous allez avoir une série régulière qui va être impactée de manière négative. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Original Sin, en majorité, a bien réussi son truc, mais il y a sur certaines séries où il a fait n'importe quoi. Civil War 2, c'est pareil, il y a des séries qui ont été prises dedans, notamment la série des Gardiens de la Galaxie. C'était complètement invraisemblable que ce soit pris dedans à ce moment-là précis, parce que Brian Bendis était en train de développer un arc et ça tourne comme un espèce de coup de près à ce moment-là, et ça sort un peu de nulle part. En fait, c'est le moment où la logique industrielle de l'éditeur qui a besoin de faire exister des marques et des séries rencontre frontalement la logique artistique d'un auteur qui est en train de développer des thématiques et des idées dans une série, une narration qui est étendue sur plusieurs mois. C'est exactement ça en fait, on a vraiment les logiques industrielles qui rencontrent la logique de la création artistique. Et des fois ça passe très bien, mais la plupart du temps ça casse complètement, puisque le problème c'est que c'est souvent mal géré, en fait c'est mal anticipé par les éditeurs qui vont parfois prévenir les auteurs quelques mois auparavant. Parfois ça va être bien géré puisque le scénariste va être suffisamment talentueux pour réussir à dépasser rebondir. Ouais, c'est ça, il va être capable de rebondir par rapport à ce qui lui est demandé. Typiquement chez DC Comics, on a aussi l'exemple de Final Crisis, non pas de Final Crisis, de Blackest Night. Blackest Night du coup doit normalement impacter en faisant survivre le thème du zombie toutes les séries régulières. Grant Morrison qui est en train d'écrire Batman à ce moment-là se retrouve à devoir écrire un épisode avec un Batman zombie qui est un peu, enfin ça dure 3 épisodes, c'est un peu invraisemblable que ça tombe à ce moment-là puisqu'on n'est pas du tout dans le développement, ça va arriver après la quête pour retrouver Bruce Wayne, enfin, c'est un peu des trucs, c'est vraiment les logiques mercantiles qui s'affrontent et qui parfois rencontrent très mal les logiques artistiques à mettre en branle. Bon, du coup, on est là, ça fait 20 minutes qu'on discute, vous avez fait le privilège de nous passer un bout d'après-midi avec nous. Ouais, tu nous as montré qu'il y avait des events qui avaient une influence positive sur les séries, d'autres qui ont des influences négatives. Où est-ce que tu veux en venir? Parce qu'en fait, on se pose tous la même question. Où je veux en venir, je veux en venir au point où en fait il n'y a pas de réponse absolue. Toute la problématique, c'est de savoir si l'éditeur est capable suffisamment intelligemment de gérer son event. Le vrai problème en fait, c'est que des fois, les éditeurs ont l'intelligence de ne pas demander à ce que l'event impacte trop violemment les séries régulières. Je pense à 2 events, Avengers vs X-Men, qui n'a pas impacté si violemment autant de séries qu'on aurait pu penser au vu du titre de l'event. Et aussi Axis qui était un event de Rick Remender, où en fait il n'y a que quelques séries régulières, je crois que de tête il y en a 5 ou 6 qui sont impactées par cet event-là. Axis, c'est le meilleur event du monde. La meilleure idée du monde, c'est pendant quelques mois, les gentils sont devenus méchants, et puis en fait, les méchants, ils sont devenus gentils. On a changé l'axe de la morale. C'est ça, et ça donne... c'est formidable. C'est un carnage. C'est écrit par Rick Remender, scénariste de talent, et cet event lui a été imposé en fait. Ce qui explique le résultat désastreux. Bref. Il y a Civil War 2 aussi qui avait été assez intelligent dans sa façon en fait de gérer les tie-in, puisque on aurait pu se dire ils vont demander à Spider-Man d'intervenir dans la deuxième guerre civile. Normal, c'est un des personnages les plus importants de l'univers Marvel. Eh bien oui, ils lui ont demandé d'intervenir, mais ils ont créé une mini-série spéciale pour ne pas ennuyer Dan Slott dans la narration de son histoire. Pareil pour les X-Men. Les X-Men ont le droit à une mini-série spéciale indiquée Civil War 2. Et je pense que c'est justement une technique assez intelligente de la part de l'éditeur, plutôt que de se dire on va impacter la narration de l'auteur, on va lui casser les pieds en lui imposant cet event alors qu'il est en plein dans la construction d'un récit. Surtout qu'à ce moment-là, Spider-Man est dans la construction de Spider-Verse, le futur crossover, titre tout plein de Spider-Man alternatifs, dimensions parallèles et tout, vont intervenir, ils foutent sur la gueule contre un ennemi
monumental. Et du coup, l'éditeur a eu l'intelligence à ce moment-là de dire non, on va pas l'impacter sur sa narration, on va créer des mini-séries. Je pense que c'est plus intelligent de créer des mini-séries que de dire à l'auteur non, on s'en fout, là t'es en train de développer un truc, ben, on s'en fout, tu vas nous faire ça parce que c'est notre logique éditoriale, faut qu'on fasse comprendre aux gens que l'event il a une ampleur cataclysmique, et du coup si tu nous balances pas ça, ben, c'est pas bien pour nos ventes. On a parlé pour l'instant que de ce qui se passe à l'intérieur de Marvel, mais il y a aussi, c'est ce que tu préparais sur tes notes, tu parles de Power Man à Iron Fist, il y a aussi d'autres logiques qui rentrent en ligne de compte, puisqu'il y a les personnages qui existent dans les comics qu'il faut placer dans les trucs, et il y a aussi ceux qui vont exister dans les adaptations, et qu'on va avoir besoin de refaire exister. Dans Civil War 2, on remet Power Man et on remet Iron Fist, donc Power Man c'est Luke Cage, parce qu'ils ont une vie sur Netflix. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Netflix, cette plateforme qui ferait des séries télé. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, Power Man et Iron Fist, en fait, ils ont une série qui se recrée parce qu'il y a l'annonce de la série Luke Cage et de la série Iron Fist. Les fans aiment bien voir les deux personnages interagir ensemble. C'est souvent à ce moment-là qu'ils sont meilleurs. Et on demande à l'auteur de cette série, bah tiens, il y a la deuxième guerre civile qui arrive, tu te débrouilles, tu nous trouves un élément pour les foutre dans cette histoire. Et en fait, Power Man et Iron Fist se retrouve pris dans Civil War 2 parce que je crois que c'est Danny qui est envoyé en prison pour une raison complètement stupide. Et Carol Danvers, en fait, au détour d'une baston, casse la prison dans laquelle Danny est. Voilà. C'est ça le lien avec Civil War 2. Donc, quand vous vous disputez avec des gens dans la rue, ne cassez pas les prisons. Ne cassez pas de prison, c'est très mal. C'est très dangereux pour la santé. Et pour la société. Et donc voilà, c'est des fois, il y a des intégrations de séries régulières dans des events qui sont complètement, faites au forceps, quoi. En tant que lecteur régulier, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Et alors pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. T'es docteur, pourtant tu devrais savoir ces choses-là. Non, mais le vrai truc, c'est toujours pareil, c'est la logique industrielle, surtout Power Man et Iron Fist. C'est une petite série. On se dit que ça va booster les ventes. On n'est pas plus avancé en fait. Non. Finalement. On a vu de l'influence. Ah mais parce que vous croyez que vous étiez là pour avoir des réponses? Bah, on va avoir la réponse quand même à un moment. Quelle est l'influence des events sur les séries? L'influence de manière générale, de toute façon, elle est négative. Comme je l'ai dit, je ne peux pas parler de toutes les séries régulières. Je peux prendre que des exemples. Et parmi la cinquantaine de séries, de numéros issus de séries régulières qui sortent tous les mois chez les éditeurs, si on en a à chaque fois, allez, on va être gentil, un tiers qui sont impactés positivement par un event, c'est quelque chose d'assez formidable. Pour le coup, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau, puisque si vous êtes un lecteur un peu plus ancien comme moi, ou des gens que je vois dans la salle, que je ne nommerai pas, c'est quelque chose auquel on a eu l'habitude. Il y a beaucoup de crossovers qui ont généré des séries. C'était la grande mode dans les années 90. Plein de crossovers qui généraient des séries alternatives. Si on reparle de l'ère d'Apocalypse qui va sortir en omnibus à la fin de l'année, l'ère d'Apocalypse, c'est une séquence dans laquelle les X-Men, sont transposés dans un autre univers. Et donc du coup, pendant les 4 mois que dure la série, l'événement, toutes les séries X-Men sont arrêtées, elles changent de nom, elles changent de casting, des personnages sont baladés d'une série à l'autre, et si vous suiviez Facteur X par exemple, X Factor, vous vous retrouvez avec une autre série. Si vous suiviez, comment ça s'appelle, Excalibur, il y a un X-Caliber. Si vous suiviez Cable, ça devient X-Man. Et du coup, les personnages sont tout bousculés, tout perdus. C'est quelque chose qui du coup était hyper courant déjà dans les années 90 et qui a beaucoup réussi à l'éditeur, parce qu'il faut savoir qu'à la fin des années 90, Marvel était en banqueroute. Et que si Marvel existe aujourd'hui, c'est parce que une boîte de jouets qui s'appelle Toy Biz, qui faisait les jouets, en fait, gagnait de l'argent avec les jouets X-Men, Spider-Man et tout. Et donc a dit, nous on peut pas perdre notre poule d'or. Et donc c'est la boîte qui fabriquait les jouets Adapted Comics qui a racheté Marvel pour continuer à faire vivre les licences, pour pouvoir continuer à vendre des jouets. Donc cette logique d'event qui impacte sur les séries, avec un impact fort et parfois négatif, c'est quelque chose qui est assez ancien et qui a déjà eu beaucoup de ratés par le passé. On sait que ça fout la zone, quoi, en fait. Surtout que Age of Apocalypse, c'est vraiment le truc qui est fait vraiment pour relancer les ventes. Les X-Men à ce moment-là sont dans une situation assez catastrophique, si je me souviens bien. Les ventes sont ras des pâquerettes. Et les mecs se disent, on va faire un truc événementiel, ça va raviver l'intérêt de tout le monde pour la série. Le résultat, ça a marché, quoi, mais ça a marché un temps, le temps de Age of Apocalypse, quoi. Après, c'est reparti en vrille. Et c'est marrant que tu parles de Age of Apocalypse, parce que du coup, c'est une série c'est un event chez les X-Men qui a demandé une mobilisation de tous les scénaristes pour
ils ont dû faire, c'est pareil, quoi, le moment où Age of Apocalypse arrive, ils ont dû arrêter tout ce qu'ils étaient en train de faire avant, ils ont dû reprendre à partir de là. Et récemment, chez Marvel, on a eu un peu le même truc avec Secret Wars. Secret Wars dans lequel un nouvel univers se crée, et qui est fait à partir de morceaux de plein d'autres univers. Voilà, qui est fait à partir de morceaux de plein d'autres univers, parfois des univers parallèles en plus. Et du coup, lorsque Secret Wars commence, eh bien, toutes les séries régulières de chez Marvel vont s'arrêter, soit dans quelques semaines après le départ de Secret Wars, soit juste au moment du début de Secret Wars. Mais toutes les séries régulières vont être arrêtées à ce moment-là, et ce que va faire Marvel, c'est décider de mettre en place des séries. Ah, c'est sympa comme ils vont mettre en place des séries qui sont spécialement faites dans cet univers de Secret Wars. Donc Secret Wars, c'est la fin de l'univers Marvel, et à partir de la fin de l'univers Marvel, des restes de l'univers Marvel, va se créer un espèce d'agglomérat qui est dominé par le Docteur Fatalis, et dans lequel plein de petits royaumes existent, en fait, des royaumes qui rendent des hommages en fait, à plein de périodes qui sont plutôt appréciées de la part des fans de chez Marvel. Il va y avoir un truc Planète Hulk, il va y avoir un truc Le Camp de l'Infini, voilà, il va y avoir plein de trucs, ce qui est plutôt cool parce que ça permet aux scénaristes de faire plein d'expérimentations, de donner plein d'idées un peu farfelues, d'un peu essayer de se renouveler en fait et de faire de l'expérimentation. Et si ça marche en termes de qualité parfois c'est aussi un peu foireux, mais c'est surtout un gros problème parce qu'à mon avis, là encore une fois, je reviens sur le même problème, la narration des séries régulières, Superman, Captain America, tous ces trucs-là, elle est complètement foutue en l'air parce que les mecs, on leur dit, il y a Secret Wars qui arrive, l'univers l'est détruit, vous pouvez pas continuer à faire des séries. Et vous devez terminer vos intrigues. Et vous allez devoir terminer vos intrigues. Vous ne pourrez pas continuer après, puisqu'on repart sur autre chose derrière. Parce qu'on part sur c'est terminé. C'est ça, on part sur un relaunch après. Et dans Amazing Spider-Man, j'en reviens là-dessus, Dan Slott, il avait commencé à construire une intrigue, il l'a pas vraiment emmené à bout. C'est-à-dire qu'on arrive en fait à la fin de l'Amazing Spider-Man avant Secret Wars, on est sur un cliffhanger, en tout cas il y a un élément d'intrigue qui n'est pas résolu. Un cliffhanger, c'est bon, vous l'avez tous? Cliffhanger, le suspense de fin d'épisode. Le suspense de fin d'épisode, merci. Merci le traducteur, tu es parfait. Et du coup, on se dit, bon, bah c'est pas grave, il le reprendra après Secret Wars, quand il pourra reprendre sa série Spider-Man. Eh bah non, c'est un élément d'intrigue qui n'a jamais été résolu. Interrompu par une logique industrielle. Voilà. Et c'est ça en fait tout le problème. Le problème c'est que majoritairement en fait les logiques industrielles prennent trop souvent le pas sur le principe de la création artistique. Et ma conclusion c'est celle-là en fait. C'est que majoritairement les events ils polluent la narration des séries secondaires. Des séries régulières. Même s'il y a parfois. Même si parfois c'est réussi, ouais. C'est ça, en fait c'est plutôt réussi parce que l'auteur a su rebondir et travaillé sous la contrainte d'une. Ouais, c'est ça, et puis après il y a un cas particulier, j'ai pris l'exemple d'Original Sin tout à l'heure. Original Sin a une histoire aussi particulière, il faut savoir que c'est une histoire qui était déjà dans les tiroirs depuis quelques années. Elle avait commencé à être pitchée par Ed Brubaker. Ed Brubaker s'est fâché avec Marvel Comics. Du coup, Marvel Comics a un peu enterré le projet, elle l'a ressuscité lorsque Jason Aaron, je pense, a pitché l'idée de la Thor féminine. Et du coup, je pense que ça revient à ce moment-là, mais je pense qu'Original Sin a suffisamment été prévu en avance, discuté, pour que les auteurs puissent réfléchir à comment l'aborder en fait dans leur série. Et je pense que c'est un peu particulier pour ça. Civil War 2, je l'ai dit, ça impacte positivement une série, Miss Marvel, qui est une série qui a déjà un discours social. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Avant que je fasse ma conclusion. Hey, plein de questions. Ouais. Eh bien, nous allons prendre ces 3 questions, 4 questions donc. Bonjour. Salut. Donc dans les années 2000, il y a eu un petit ralentissement des événements. Est-ce que dans la concentration, est-ce que le chiffre d'affaires baisse ou est-ce que ça va pas continuer les événements? Le chiffre d'affaires globalement baisse parce que le nombre de lecteurs baisse. Ils l'ont compensé, je ne sais pas si tu es lecteur de comics en VO, ils l'ont compensé avec une grosse augmentation des tarifs. Donc on est de nouveau dans la logique un peu artificielle des années 90 où pour faire vendre des trucs, tu es en train de suivre une série intéressante et on va te dire l'histoire ce mois-ci elle se déroule dans 5 séries. Donc ce mois-ci on vend 5 fois plus de bouquins si tu veux suivre ta série. On est de nouveau dans de la part de Marvel d'essayer dans une logique de construction du marché un peu comme ça. En revanche, ça recrute pas de nouveaux lecteurs, ça rend les trucs compliqués, ça fatigue les lecteurs et je ne suis pas voyant, mais je ne vois pas pourquoi les mêmes causes qu'à la fin des années 90 auraient des conséquences différentes, à savoir l'effondrement total du marché. Surtout qu'en plus le deuxième problème du coup c'est que ça. Oui, les chiffres de vente de toute façon on ne demande pas, ils ne partent pas à la hausse. Je pense pas que les events aient vraiment l'effet escompté. Surtout qu'il y a un autre problème, je trouve qu'il y a 2 events qui ont été publiés récemment par Marvel, Secret Wars et Secret Empire, qui en fait ont pour moi un gros problème, c'est des fins de run.
D'ailleurs, c'est la fin de l'histoire d'un auteur. Jonathan Hickman, Secret Wars, si on n'a pas lu les Avengers d'avant et les New Avengers, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut saisir l'intérêt de ce qui est en train de se produire dedans. Secret Empire, c'est pareil, si on n'a pas lu tout Captain America Steve Rogers ou Captain America Captain Hydra, ça n'a strictement aucun intérêt de le lire. Puisqu'on ne comprend pas quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire en fait, et comment est-ce que tout ça a pu se mettre en place. Et je pense qu'on va en arriver, je pense, à un point où soit les events, soit Marvel va peut-être se rendre compte que les events, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça, mais je suis pas sûr puisqu'ils sont en train encore d'en republier un là en VO qui est encore une fin de run, c'est Infinity Wars, qui est la fin en fait du run de Jerry Duggan sur les Gardiens de la Galaxie, et c'est juste la fin de son histoire, donc c'est 5 minutes. C'est débile de le prendre à ce moment-là. Je sais pas où on va aller, mais je pense qu'on va dans le mur. Alors moi j'ai commencé à m'intéresser aux comics à travers Miss Marvel, et justement quand j'ai vu qu'il y avait Secret Wars et que c'était un reboot, j'ai tous acheté. Et la question qui est par rapport au fait que est-ce que ça influence positivement ou négativement, il y avait aussi est-ce qu'il y a des moments où carrément le personnage va complètement disparaître de l'event. Je prends le cas de Miss Marvel qui apparaît, je crois, dans 3 comics de Secret Wars. Et du coup, est-ce que ça n'a pas une influence aussi par rapport aussi à la Thor féminine, qui elle, est plus ou moins mis de côté pendant quasiment tout Secret Wars? Est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur le futur de la série ou la façon dont c'est traité derrière? Parce que justement, dans Miss Marvel, ça finit à un moment donné, elle dit le monde fini, et tome suivant, tout va bien. Secret Wars, en l'occurrence, c'est une vraie solution de facilité parce que c'est un coup de gomme sur un univers entier. Derrière, tu peux réinventer ce que tu veux, tu peux prendre le best-of, tous les personnages qui ont marché, tu peux arrêter les personnages qui ne marchaient pas, tu peux revenir à une version antérieure, comme on l'a fait plusieurs fois dans le passé, avec des astuces plus ou moins légitimes. Il y a quand même un moment où on nous a expliqué que tous les super-héros qu'on suivait depuis 1986, c'était des extraterrestres qui les avaient remplacés, et que s'ils avaient été bizarres, c'est parce que c'était des martiens, mais que maintenant, les vrais super-héros d'avant étaient revenus et qu'on pouvait revenir à l'essence de 1986. Tous ces trucs d'event te servent à faire un peu de table rase du passé, et donc, pourquoi pas faire disparaître la Thor féminine si elle n'avait pas eu des fans, et faire revenir le Thor original d'un petit coup de claquement de doigts. Clin d'œil, tu l'as? Un coup de claquement de doigts, tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai rien de plus à ajouter, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est la logique industrielle qui prend le pas de toute façon à chaque fois, et ça permet à l'éditeur de faire un peu ce qu'il veut. On a quelqu'un qui chauffe sa question dans le public depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. En termes de crossover, tout ça a commencé dans les années 80 quand ils sont deux, on va faire du chiffre. Et depuis, il y en a quasiment un chaque année. Chez Marvel, chez DC, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4 en même temps. Et on est à un stade où maintenant, ils disent presque cette année, regardez, on va pas faire de crossover, on vous a écouté. Et bon, ils en font quand même. C'était drôle le moment où 2 mois après, crossover. C'est ce qu'a fait Marvel avec Secret Empire. Ils ont fait ça, c'était quoi? C'est Monster Unleashed, je crois. Il y a du mec, hein. Mais en fait, en soi, c'est plutôt c'est presque une gangrène, c'est-à-dire qu'ils sont obligés chaque année de sortir un crossover, alors de temps en temps, enfin un event, pas forcément un crossover. Il y a des moments c'est intéressant, par exemple, Blackest Night, Secret Empire, etc., où en soi l'event, ils le vendent à tout le monde, mais en fait c'est plus pour les fans qui suivent la série, que ce soit Green Lantern, que ce soit Captain America. Et de temps en temps, il y a un métal qui tombe, il y a des trucs comme ça. Effectivement, ça pourrit complètement le rythme sur les séries régulières. Et puis il y a un autre truc, là, du coup, je vais un peu balancer ma conclusion, mais il y a un autre phénomène qui est en train d'arriver chez les éditeurs, qui est mis en place par la période Rebirth. Rebirth, c'est une espèce d'histoire en fait qui est prévue sur le long terme. Et à certains moments, il va y avoir des séries régulières qui vont popper, qui vont intégrer l'intrigue Rebirth. Par exemple, le one-shot qui est sorti là non, il y en a 2. Il y a le Badge, du coup, qui impliquait Batman et le Flash pour enquêter sur le mystérieux badge du comédien. Et on a DC Universe Superman qui intégrait dans l'histoire Rebirth l'explication du pourquoi on était revenu à l'ancien Superman. Et c'est un peu une espèce de nouvelle logique qui se met en place chez les éditeurs. C'est-à-dire que plutôt que de faire des events, on va faire des intrigues sur la durée et parfois on va demander à certaines séries régulières d'intervenir à certains moments. Et Marvel a essayé de faire la même chose avec Legacy en demandant à Jason Aaron de faire un one-shot spécial où il balance plein d'idées à plein d'endroits, l'Avengers de la préhistoire par exemple. Et
Et sauf que comme ça a bidé niveau des ventes, Jason Aaron maintenant il se retrouve avec le nouveau relaunch de chez Marvel à continuer son histoire sur l'Avengers après histoire dans sa série Avengers. Du coup le truc a complètement bidé. Chez DC ça continue parce qu'il y a Doomsday Clock qui est en train d'être publié. Mais c'est un peu une espèce de nouvelle logique, on va voir jusqu'où ça va aller. Ça peut être assez intéressant à analyser ça. Après, c'est plus facile à vendre, globalement, un event. C'est plus facile de dire, à partir du mois d'avril, vous découvrez le super event qui a un nom écrit avec une grosse police de caractères en plein de couleurs, plutôt que de dire, à partir du mois d'avril, retrouvez l'épisode suivant de celui que vous avez lu au mois de mars. Et donc, c'est un peu plus commercialement facile d'essayer de faire parler autour de ce qui va se passer dans tes séries, quoi. On a une dernière question, et après, on devra vous quitter. Alors, bonjour et merci pour la présentation. J'avais plus une remarque en fait, c'était que vous disiez que les événements, les events ont plus un impact négatif sur les séries. Vous n'avez pas parlé des séries qui ont été créées à partir d'events où il était nécessaire d'avoir un event, comme par exemple, je peux parler d'Infinite Crisis qui a créé 52, qui est une des meilleures idées qu'il y a eu d'ici ces dernières années. On peut aussi parler de Final Crisis qui a permis à Morrison de créer son Batman et Robin qui n'aurait pas pu exister sans cet événement-là. Tu vois, pour le coup, c'est vraiment des moments où l'éditeur joue le tout pour le tout. Tu parles de 52. 52, c'est une série qui est sortie chez DC Comics pendant une année entière, 52 semaines. On a sorti 52 épisodes hebdomadaires d'une série en arrêtant toutes les autres séries DC. Enfin, c'est quand même un pari éditorial. C'est le moment où les mecs jouent le tout pour le tout. Et pour le coup, c'est un super coup de com'. L'intérêt... Pardon? C'était en plus des séries, pardon. Ouais. Il y avait le One Year Later, en fait, toutes les Ah oui, séries d'accord, qui pardon. sortaient maintenant, et qui rebouchait le trou pendant ce temps-là. D'accord. Mais c'est en plus, bon, ça n'enlève pas que c'était super. Ouais. Du coup, c'est le tout pour le tout. La chance qu'ils ont eue, c'est que scénaristiquement, c'était mortel et ce genre de choses, et que du coup, on peut dire que c'est une initiative couillue et réussie, mais coup de bol, tu vois, c'est comme si ça avait été derrière un event raté. Enfin, là, ils ont juste de la chance à... C'est ce que je disais en fait, c'est que s'ils ont un bon groupe d'auteurs derrière, 52, c'est Grant Morrison, Jack Jones, Mark Waid et Greg Rucka. Donc en gros, les 4 meilleurs scénaristes du marché à ce moment-là. Donc ils ont en fait surtout éditorialement bien géré le truc parce qu'ils ont demandé à cette équipe de scénaristes excellents de gérer ce machin-là. Et c'est juste pour ça qu'ils ont réussi le coup. Final Crisis, c'est pareil. Grant Morrison, c'était déjà... De toute façon, il n'y aurait pas eu Final Crisis, Grant Morrison, il aurait trouvé le moyen de buter Batman. Donc de toute façon, son Batman et Robin, il l'aurait fait quoi qu'il en soit. Grant Morrison, c'est le genre de mec, les musiques éditoriales, ils s'en tamponnent le fessier. Il l'a prouvé, il a gardé Batman Inc. Malgré les New 52. Donc Oui, voilà, c'est ça, il a même réussi à faire la nique à DC Comics. il est plus fort que l'éditorial. On ne veut pas dire du coup pour Final Crisis que c'est un coup de bol, parce qu'il avait tout prévu depuis le début. Oui, mais parce que Final Crisis, c'est une espèce de gestion, puis c'est toujours pareil, quand c'est Grant Morrison, il est au-dessus du game, quoi, donc il survole tellement tout le monde à 1000 lieues, à 1000 km au-dessus. C'est toujours particulier de parler de lui, puis Final Crisis, est-ce que c'est un event, est-ce que c'est une mini-série, est-ce que c'est intégré dans les logiques narratives de Grant Morrison qui sont en place depuis des années déjà. C'est toujours compliqué. Merci d'avoir été avec nous, d'écouter nos bêtises sur les events, les séries et les comics. On est donc lescomics.fr, on est dispo sur internet ou alors un peu derrière, stand 127. Merci d'avoir été là. Merci.